Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voudrait vous faire découvrir 10 plumes françaises qu'on apprécie tout particulièrement, soit pour leur poésie, soit pour leur humour. Parce qu'elles sont percutantes aussi. Ouais, voilà. Je crois qu'il y a un peu de tout. Tout à fait. On a une proposition assez large. En jeunesse, en adulte. Oui, Allez, c'est parti. Moi, dès qu'on me parle plumes françaises incroyables, tout de suite je pense à Timothée de Fombelle. Je vous montre Alma, mais je l'ai découvert d'abord avec Toby Loneless. Ensuite, avant de lire Alma, j'ai lu aussi le livre de Perle. Alors là, c'est la version de Claire, mais je l'ai en poche, moi. J'ai lu également Victoria Rêve. C'est un auteur que j'aime énormément, pour la plume notamment, parce que je trouve qu'il nous embarque dans des histoires avec une poésie et il met une force dans les mots qu'il utilise à merveille. En fait, les histoires de Timothée de Fombelle sont incroyables. Toby Loneless, c'est un récit de vie qui parle aux jeunes, aux enfants par son côté conte et aux adultes par la métaphore que c'est sur la vie humaine, sur l'évolution, les sentiments, etc. Mais ce qui me bouleverse à chaque fois que je lis du Timothée de Fombelle, c'est vraiment la plume incroyable qui transporte et qui fait passer toutes ces histoires au-delà de juste une belle histoire. C'est des mots qui percutent, qui transpercent, et des images en fait, parce que souvent moi aussi ce qui me touche dans les plumes que j'apprécie particulièrement, c'est les images qu'elles emploient, parce que je suis très sensible au côté métaphorique du langage et aux images employées. Je sais pas si toi c'est un peu le cas aussi. Voilà, et du coup pour vous montrer un petit peu ça, je vous ai sélectionné un petit passage de Alma. Alors, comme vous le voyez, je prends le passage un petit peu loin dans le tome 1 de Alma, donc je ne vais pas donner les noms des personnages, je vais dire un tel ou une telle. Vous ne serez pas trop spoilé, mais en même temps, vous découvrirez un passage qui, moi, m'a particulièrement marqué dans ce livre. Un tel a fait quelques pas de plus et s'est glissé dans un passage étroit, envahi d'ordures, entre deux petits immeubles. Il ne tient plus debout. Le temps est glacial et humide. Le vent de la mer sifflote des airs lugubres dans la rue. Un tel appuie son dos contre le mur de pierre. Il lève la tête pour respirer. Il ne sent même plus l'odeur de poisson pourri autour de lui. Il ferme les yeux. Il n'avait rien prévu de cela. Tout s'est passé sans qu'il s'en rende compte. La fortune embarquée dans ce bateau, c'était pour enrichir un tel. Il le jure. Il a seulement organisé le secret. Et quand, pendant la nuit de Noël, ce secret a été menacé, un tel a eu peur. La mort d'un tel, c'était un accident. Un tel n'est pas un criminel. Ce n'est pas lui non plus qui a fait disparaître un tel et son apprenti. C'est son homme de confiance à bord, qui a agi sans l'avertir. Un tel ne voulait rien de cela. Et puis, il y a peut-être le pire. Il y a son silence dans ce bureau, quand une telle a découvert que tout avait disparu. Ce silence non plus, il ne l'avait pas prémédité. Il avait prévu de lui parler de l'or embarqué dans le navire. 4 tonnes et demie d'or, pur, appartenant à la famille Intel. Toute leur fortune fondée en métal précieux. Mais soudain, devant cette fille, il ne pouvait plus. Il voulait être regardé. Il voulait qu'elle ait besoin de lui. Pour cela, il fallait qu'elle n'ait plus rien. C'était la seule solution. Il fallait qu'Intel devienne riche et qu'elle n'ait plus rien. Alors, elle allait l'aimer. Elle n'aurait pas le choix. Il reprend son souffle. Peu à peu, il arrive à ne plus se sentir coupable de rien. Il lui reste à récupérer le chargement à l'arrivée. Tout reviendra à une telle le jour où elle l'épousera. En attendant, il veillera sur le trésor mieux que ne l'aurait fait une enfant de 14 ans. Un tel reste longtemps au milieu de ces odeurs infectes que le vent fait tournoyer. Il garde les yeux fermés. Quand il les ouvre enfin, il voit devant lui, sur le tas d'ordures abandonnées, les rats qui le regardent sans peur, comme s'il était l'un des leurs. Cette dernière image est juste incroyable. La plume de Timothée de Fombelle, que je vous invite vraiment à découvrir si vous n'avez jamais lu un seul de ses ouvrages, parce que ce sont toutes des pépites. Et moi, il me reste quelques-uns à lire. Je n'ai pas encore lu Van Gogh. Et puis, il y a la suite d'Alma qui m'attend aussi, que je dois lire très prochainement. Donc, j'ai hâte. Alors, de mon côté, je vais vous parler de Baptiste Beaulieu, qui a écrit d'assez nombreux livres. Là, il y en a 3, mais je ne sais pas combien il y en a en tout, mais beaucoup plus. J'ai été particulièrement marquée par le premier que j'ai lu, toutes les histoires d'amour du monde, dont j'ai déjà d'ailleurs parlé sur la chaîne, puisque c'était la vidéo sur l'amour, puisque c'est
une histoire qui traverse les générations où un petit-fils enquête sur des lettres retrouvées de son grand-père qui parle d'une jeune femme, d'une jeune fille. Ils ne savent pas qui c'est, mais ça a l'air d'être quelqu'un de très important pour son grand-père, donc voilà, il va mener l'enquête. Et donc on traverse un peu les époques. J'avais également lu Alors voilà, les mille et une vies des urgences, qui est je crois son premier, qui parle de son expérience de docteur, puisqu'il est médecin généraliste. Et donc là il parle de son internat à l'hôpital, qui raconte plein de petites histoires, et puis il y a un fil rouge. Et le dernier qui est sorti, c'est celui-ci, Où vont les larmes quand elles sèchent, qui est chez l'Iconoclaste et qui est aussi sur son expérience de médecin. Et c'est plein de petites anecdotes sur ce qui a pu se passer dans son cabinet. Et le fil rouge, c'est que c'est un médecin qui s'appelle Jean, mais qui en fait est lui. Et en fait, il reprend des histoires vraies, il les réécrit pour raconter une histoire. C'est un médecin qui ne sait plus pleurer suite à un événement assez difficile. Et c'est comment ce médecin va réussir à retrouver les larmes. Voilà, donc c'était très poétique et très très beau. Alors la plume de Baptiste Beaulieu, c'est assez rigolo parce que j'ai un rapport un peu particulier, c'est-à-dire que il est très lyrique dans sa façon de raconter les choses, et il a tendance à faire beaucoup d'images justement, mais parfois ça va très loin. Il écrit de façon tellement poétique que parfois tout est poésie dans son histoire. Et notamment j'avais lu Celle qu'il attendait et je n'ai rien compris à l'histoire, mais rien du tout. Vraiment, il y avait des choses que j'ai comprises c'était très féministe, qui dénonçaient notamment les agressions, les choses comme ça, et ça je l'ai vu. Mais après, tout le reste de l'histoire, toute la fin m'est complètement passée au-dessus. Donc voilà, il y a certains de ces livres auxquels j'ai pas énormément adhéré parce que ça allait trop loin pour moi. Mais globalement quand même, j'apprécie beaucoup lire Baptiste Beaulieu. Il nous fait beaucoup pleurer. Et il écrit aussi de la poésie, il écrit des albums pour enfants qui sont absolument merveilleux. Les gens sont beaux, vraiment une pépite, avec toujours des belles morales. Et en fait, c'est un médecin, c'est quelqu'un qui vit des choses pas faciles dans son travail. Et il arrive à en faire quelque chose de beau et avec des combats très forts, et aussi voilà, il prend la plume pour dénoncer, et ça c'est très malin et très fort, et celui-ci particulièrement tient bien son rôle. Je vais vous lire aussi un petit extrait. Il est en consultation avec un monsieur qui est malade et bon, en gros qui perd du sang tout le temps, il sait pas trop comment, mais ce monsieur est aussi calme face à ce qui est en train de lui arriver. Et du coup ils ont un échange dans le cabinet. Donc ça commence par Alvaro, donc le patient qui lui parle. Le malheur est une variation comme une autre des hasards naturels, docteur, m'a répondu mon bonhomme au saignement imprévisible. On ne devrait pas essayer de se consoler de nos malheurs à coups de barbu tout-puissant qui distribuerait paradis, rétribution ou châtiment. Il a haussé les épaules. J'ai trop laissé traîner ma colère. Commettez pas la même erreur, docteur. Pour conclure par un petit truc qui m'a causé une entorse au cerveau depuis, le malheur, c'est la preuve que le monde ne nous ment pas, Jean. Ces mots me frappent tellement fort qu'ils me sortent de l'antichambre douillette qu'est la post-adolescence pour me jeter dans la grande et froide pièce de l'âge adulte. Voilà. Et il y a plein de petits passages comme ça. Voilà, je vous conseille vraiment de lire ce livre qui est très beau, et voilà, tous les autres livres de Baptiste Beaulieu. Alors, je vais vous parler aussi d'une plume maintenant que j'ai particulièrement redécouverte, on va dire, très récemment. C'est Anne-Laure Bondou, dont j'ai lu Nous traverserons des orages, paru chez Gallimard Jeunesse, qui est une vraie pépite, un livre vraiment incroyable, tant dans la forme que dans le sujet, dans la plume, voilà. Anne-Laure Bondou, moi j'avais déjà lu certains de ses romans adultes qu'elle a écrits avec Jean-Claude Morleva, notamment Et je danse aussi et Oh Happy Day, qui sont deux romans épistolaires l'un à la suite de l'autre, qui sont très chouettes. Mais c'est vrai que du coup là j'ai vraiment redécouvert la plume d'Anne-Laure Bondou, et ça m'a donné envie de lire tous ses autres livres parce que c'était exceptionnel. Et c'est en gros une fresque familiale qui se déroule sur tout le XXe siècle, donc qui traverse tout le siècle, de 1914 jusqu'à 2022. Et on passe de père en fils, de génération en génération, pour découvrir la notion en fait d'héritage familial, et notamment de la violence transmise malgré eux, j'ai envie de dire,
de père en fils et qui se perpétue jusqu'au dernier. Et je vais vous lire juste le prologue qui est très parlant déjà et qui donne un peu le ton qui est donné à tout ce récit. Parce que, oui, je vous ai donné l'histoire et comme ça peut être hyper violent de visualiser ça comme ça. D'autant qu'on passe vraiment de drame en drame. Hein. Je ne vous dis pas que c'est une lecture facile, mais c'est lumineux. Il y a quelque chose de lumineux dans l'écriture, dans la façon de raconter les choses, dans l'attachement qu'on a aux personnages malgré tout ce qui leur arrive, malgré qu'ils tombent, qui tournent mal. Il y a un attachement qui est réel et en plus on traverse vraiment les ambiances, les différentes ambiances, les guerres, l'homosexualité, le sida, le mur de Berlin. Vraiment on traverse tout ça et c'est fascinant. Donc je vais vous lire le prologue, vous allez un peu comprendre déjà cette plume incroyable de Anne-Laure Bondou. Voici l'histoire que je dois te raconter, Saul. C'est l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un pays. Elle commence à la veille d'une guerre planétaire, dans une ferme de hameaux qu'on appelle les Chaumes. Elle s'achèvera un siècle plus tard, au même endroit, à l'heure où une autre guerre menace de s'étendre, et où j'hésite à accrocher un panneau à vendre sur le mur de la grange. Entre ces deux époques, tu verras vivre ici 4 générations d'une famille tourmentée par des secrets et hantée par des morts sans sépulture. Entre ces deux époques, nous traverserons des orages. Tu verras se répéter des conflits, des accidents, des abandons et des coups de couteau. Tu verras changer les saisons, les habitudes, les lois et les gouvernements. Tu assisteras plusieurs fois à la fin du monde et au début d'un autre. Tu verras des hommes tomber amoureux, rêver de grandes choses, partir à la guerre et en revenir sans mots et sans gloire. Car il n'y a pas de super-héros dans notre histoire. Seulement des hommes blessés par la violence du monde et qui, incapables d'exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, se taisent et exercent la violence à leur tour, comme enfermés dans une malédiction. Jusqu'à moi, jusqu'à toi. Pourtant, nous ne sommes jamais condamnés à perpétuité, Saul. Ni à la prison, ni au silence, ni à la violence. Et même après 100 ans de malheur, même si j'ai commis l'irréparable moi aussi, je ne désespère pas que nous apprenions enfin à prendre la parole plutôt que les armes. Je pense souvent à ce que mon père m'a dit un matin, dans une cuisine qui sentait le café fort et les médicaments. La littérature est une consolation. Je ne sais pas s'il avait raison, mais j'aimerais bien. J'aimerais croire que toutes les histoires, même les plus tragiques, peuvent nous consoler, à condition qu'elles disent la vérité. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire ici, te dire la vérité sur les hommes de la famille Balaguer, sur leurs faiblesses et sur les miennes. J'espère que tu en tireras de la force. Alors, quand tu auras lu ces pages et que tu sauras d'où je viens et qui je suis, si tu le souhaites encore, appelle-moi. Je serai ici, au Chaume, je t'attendrai. Pour l'instant, j'ai remisé le panneau à vendre dans un coin et j'ai sorti la boîte à outils. Il y a une fuite dans le toit. Ce ne sera qu'une petite réparation, bien sûr, alors qu'il y en a de plus grandes à entreprendre. Mais puisqu'il faut bien faire quelque chose, je vais commencer par là. Voilà. Et ça résume vraiment toute cette histoire. Je ne peux que vous la recommander. C'est incroyablement bien écrit. C'est fascinant. Et comme je vous le dis, c'est pas du tout plombant, malgré que ce soit très dur et très violent dans l'histoire elle-même. C'est pépite. Moi, je vais vous parler de Pascaline Nolo. Donc j'ai 3 de ses romans. Alors je l'ai découverte en fait aux Imaginales il y a quelques années. Elle parlait de rouge et ça m'avait beaucoup intriguée puisque c'est une réécriture assez libre du Petit Chapeau Rouge. Et c'est publié chez Gulfstream, c'est du roman ado mais qui est très sombre dans un univers, c'est presque de la dark fantasy, dark réécriture de contes. Donc ça m'avait beaucoup intriguée. Énorme trigger warning viol, je préviens. Et c'est donc l'histoire d'un personnage, une jeune fille qui s'appelle Rouge, parce qu'elle a une grande marque rouge sur le visage. Et donc du coup on est dans un village un peu moyenâgeux de contes, où du coup elle serait marquée par le démon. Et sa mère aurait aurait couché avec un démon pour l'avoir, avec le diable. Voilà, donc elle est rejetée par tout le monde. Et dans ce village hanté, où il y a une malédiction, toutes les jeunes filles qui ont leurs premières règles sont envoyées dans la forêt pour voir Mère Grand.
Bon, vous voyez un peu le lien avec le petit chaperon rouge. Et j'ai été complètement fascinée à la lecture de Rouge parce que vraiment la plume était extrêmement poétique, extrêmement dure à la fois. C'était voilà, c'était tranchant, c'était direct. Et j'ai trouvé ça incroyable, vraiment. Tout le monde ne peut pas lire ça parce que c'était vraiment très très dur, mais vraiment j'ai adoré. Et derrière j'ai lu Gris comme le cœur des indifférents, qui est un tout petit roman chez Scrinéo qui parle de violence conjugale et qui avait aussi un point de vue très intéressant. Et pareil, j'ai retrouvé cette poésie et ce côté un peu tranchant, mais d'une autre façon, puisque là on est dans du contemporain et pas de la fantaisie. Et ensuite j'ai découvert Sorcière des ombres, qui là est un livre qui parle de timidité, puisque Pascaline Nolot le dit, elle s'en cache pas, elle est assez timide. Et donc là elle parle de timidité aux ados, et c'est de la fantaisie, pareil, là on retrouve la poésie qu'il peut y avoir, et les images qu'il peut y avoir dans Rouge. Alors toujours, même si j'aime beaucoup la poésie, parfois ça me perd un peu, donc il y a un petit passage où j'ai dû un peu me laisser porter par la plume, et du coup la plume a beaucoup joué pour aller jusqu'à la fin de l'histoire et comprendre et voilà, et faire les liens entre tous les éléments. Bref, petit extrait, je pense que le plus simple c'est de commencer par le chapitre 1 de Rouge, qui est un peu un prologue. Rouge. Les babines se teintèrent d'écarlate, tandis que les crocs lacéraient la viande. Enragés par les gerbes de sang qui jaillissaient des chairs à vif, les mâchoires broyaient les os, sans pitié, et les panses affamées se gavaient. Des lambeaux de tissu maculés d'un vermeil poisseux gisaient dans la neige. Les pans d'étoffe, arrachés, dévoilaient le corps nu d'une personne encapuchonnée étendue au sol. Pieds et poings liés, impuissante, mais encore consciente, mordue par le froid et les prédateurs, elle n'était plus que brûlure et douleur. Au-dessus d'elle, le ciel nocturne versait des larmes glacées. Soudain, des dents acérées entaillèrent le buste de la suppliciée pour venir se planter dans son cœur. Le mouchoir tassé entre ses lèvres gercées ne suffit pas à étouffer le vagissement surgi des tréfonds de sa gorge. Frénétiques, ses bourreaux lui répondirent par leurs hurlements, et l'espace d'un instant, tous les cris se fondèrent en un même chant funèbre au sein duquel l'on ne distinguait plus la souffrance humaine de la clameur des bêtes. Puisqu'il n'y eut plus de bruit, excepté celui des mastications voraces, incommodée par l'odeur de mort qui viciait l'air jusqu'au firmament, la lune pâlit dans son croissant, spectatrice involontaire d'un festin sauvage. Elle ne pouvait détacher son éclat d'argent du cadavre dévoré, charpie rubis sur son linceul le nacre. Je pense que c'est assez parlant. Voilà, vous voyez le côté un peu dark. Une autre plume extraordinaire, mais alors pour le coup je n'ai lu qu'un seul de ses romans, mais j'en ai plein d'autres à lire. C'est Flore Vesco. Je n'ai lu que de Cap et de mots jusqu'à présent, mais j'ai quelque chose avec Mirella. Ah oui, l'extraordinaire histoire oui, oui, je vois lequel. Mirella. Je vous retrouverai la couve et je vous la mettrai par ici. Petite note. Voilà. Et puis je sais qu'elle a écrit aussi sur Pasteur et très récemment elle a sorti De délicieux enfants, je crois. Oui, c'est ça. Ça s'appelle. Ouais. Qui est une réécriture du Petit Poucet qui me fait très très envie. J'ai vraiment envie de le découvrir parce que je pense que c'est incroyable. Et donc j'ai découvert Flore Vesco avec De Cap et de mots. Et ben j'ai été conquise. Je trouve qu'elle manie les mots, le langage avec une subtilité qui est délicieuse. C'est absolument fascinant de voir comment elle nous trimballe dans son histoire avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'intelligence. Elle joue avec les mots, elle a aussi, je pense, une double lecture très très forte dans ses écrits. C'est un peu la forme des contes qui lui va très très bien parce que y a cette double lecture. Quand on est enfant, on le lit, on rigole et on va pas forcément plus loin. Et quand on est adulte, on a vraiment un regard aussi d'adulte derrière avec nos histoires personnelles, etc. Et on voit beaucoup plus de choses dans ces récits. Et c'est fascinant, moi, les auteurs qui arrivent à faire ce genre de choses et à proposer des livres de littérature jeunesse aussi bons et aussi littérairement riches, ouais, c'est extraordinaire. Et je suis ravie qu'on ait des plumes comme celle de Flore Vesco en France. Je vais vous lire le début du premier chapitre qui s'appelle Tartiboulotte. Voilà, parce que Flore Vesco adore inventer des mots. Tous les voyageurs qui traversaient le comté de Chancy passaient devant son château sans le voir.
Il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à admirer, à moins d'avoir beaucoup d'imagination. À l'entrée, on devinait vaguement les restes d'une grille grignotée par la rouille. Sous les ronces, la trace d'une allée, au bout de laquelle on distinguait le squelette d'un perron tout effrité par le lierre. À l'intérieur, les premiers rayons de soleil peinaient à entrer, encrassés par la poussière des carreaux. On pouvait alors s'amuser à combler les trous de la tapisserie pour y reconnaître les scènes de chasse ou inventer des tableaux à la place des carrés jaunis. L'avantage, évidemment, c'est que cela faisait ressortir Serine. Ce matin-là, par exemple, impossible de ne pas être arrêté par son rire brillant d'excitation, tandis qu'elle glissait le long de la rampe d'escalier. La jeune fille illuminait le corridor sombre plus sûrement qu'un chandelier d'argent. Et il fallait la suivre. Elle essayait sans doute d'aller plus vite que les courants d'air glacés qui cinglaient de partout. Elle filait, faisant si peu de bruit sur le parquet grinçant que c'en était merveille. Juste cette phrase, dite à haute voix comme ça, on entend Elle filait, faisant si peu de bruit sur le parquet grinçant que c'en était merveille. Je trouve ça absolument incroyable. Il faut lire à haute voix en fait certains livres. Ça donne encore plus pareil, de force. Enfin voilà, je vais m'arrêter là, mais... La dorée d'oreiller, c'est dans le même ton. Le début, voilà. Il est pareil. Donc je vous invite très fortement à lire Fleur Vesco si vous ne l'avez pas encore découverte. Vous allez vous régaler, vraiment. Alors je continue avec du roman ado, et avec plus précisément Arnaud Catherine. Donc là j'ai Octave, c'est le seul que j'ai lu d'Arnaud Catherine. J'ai été complètement happée par sa façon d'écrire, par la modernité de son écriture, des sujets qu'il aborde. Celui-ci par exemple se passe au lendemain du déconfinement. Donc c'est sur le poids des confinements sur les jeunes adultes, sur les étudiants. Dans sa première trilogie, il aborde les attentats. Donc il part toujours de sujets très durs et puis après il raconte des histoires d'adolescents et de jeunes étudiants. Il y parle d'amour principalement, mais aussi d'amitié, de famille, bref, tous ces sujets de vie générale. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'il utilise différentes formes pour pouvoir parler différentes formes littéraires. Il va y avoir du roman, enfin voilà, de la prose tout à fait classique, et puis vous allez avoir aussi par exemple des SMS, je sais pas si on voit correctement. Il y a même des photos dans celui-ci. Je sais pas s'il utilise ce système, parce qu'il y a un des personnages qui aime faire de la photo. Et puis voilà, on utilise aussi Instagram, avec des posts Instagram. Bref, il arrive à mêler le quotidien des jeunes à son histoire pour vraiment prendre toutes les formes possibles pour raconter son histoire. Je vous ferai pas particulièrement de résumé puisque là c'est un tome 2. On peut lire d'ailleurs ces livres de façon assez séparée. On n'est pas forcément perdu, juste on se spoil un peu les histoires quoi. Donc c'est le choix que j'ai fait, c'est le choix de vie que j'ai choisi. Et il y a quelque chose dans son écriture qui est assez parlé aussi, mais pour autant c'est bien dit. Je vais vous lire le début du premier chapitre où on suit Vince qui a le cœur brisé, vous allez bien le comprendre. J'avoue, j'aime plutôt bien aller chez Bernstein maintenant. Ça date du reconfinement. Je peux cocher santé, consultation et soins sur l'attestation et je me barre sans avoir l'impression de frauder. Petite note. Je suis incapable de frauder, voler quoi que ce soit ou prendre le métro sans ticket. Je déteste le sentiment de culpabilité, être pris en flagrant délit et qu'on me fasse la morale comme à un enfant de 10 ans. Je ne supporterai pas d'être jugée, devoir dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, pour avouer une faute. Je suis née avec la certitude d'être innocent, bref, je vénère les attestations. En vrai, les séances chez Bernstein me saoulent. Je ne vois toujours pas ce que je fous chez une psy. Non, ce que j'aime, c'est l'aller et le retour à pied, pour faire durer le plaisir, Belleville, place de Clichy, et regarder Paris, qui fait grave la gueule. Café fermé, race humaine masquée, mais quand même marcher un semblant de liberté. C'est ma mère qui a insisté pour Bernstein. Insister n'est pas le bon mot, je devrais plutôt parler d'obsession. Elle est devenue totalement tarée avec cette histoire, et moi j'ai cédé pour acheter la paix. Pourquoi une psy alors que je suis le PD élevé sans père le plus équilibré de la Terre? À cause d'une phrase malheureuse que j'ai prononcée un soir, à la fin du dîner, croyant pouvoir être honnête avec ma mère, franc comme je l'ai toujours été. Un soir donc, j'ai dit, à partir de maintenant, l'amour, je suis contre. Elle a fait une moue sceptique. Hein? T'as très bien entendu.
Le cul, je veux bien, mais l'amour, c'est fini. La phrase est parvenue jusqu'à son cortex, et elle a observé avec perplexité mon air tout à fait déterminé. Comment tu peux dire ça alors que tu n'as vécu ces dernières années que pour l'amour? J'arrête. Trop morflé, trop compliqué. On ne dit pas ça à 20 ans, Vince. Je dis ce que je veux. Elle a retenu son souffle quelques secondes. L'heure semblait grave brusquement. Il faut que tu vois quelqu'un. C'était en juin dernier. On sortait du premier confinement. La vraie vie nous était rendue et moi, j'avais décidé de renoncer à l'amour. J'y avais beaucoup réfléchi pendant ces longues semaines d'enfermement. Faut pas croire. Conclusion. L'amour rend dingue, mais il n'y a pas que l'amour dans la vie, donc vaut mieux s'en passer. Regarde toutes ces choses merveilleuses qui te restent, Rokia, Marilyn, un plan de temps en temps, les bords de mer, le spritz, les livres, la vie étudiante, que l'épidémie a bien foutu en l'air, mais qui reprendra à la rentrée. C'était sans compter le reconfinement, je ne lis pas dans les boules de cristal. Il te reste donc tout ça qui te fera oublier le poignard dans le cœur que t'as planté bidule, lorsqu'il t'a largué, et cette histoire avec machin, qui partait si bien, mais c'est si bien craché. Exit les symptômes liés à l'échec amoureux, chagrin, insomnie, chiale, diarrhée, goût à rien, exil, sans fin en soi-même. Voilà. Ça donne le ton. Voilà. Il a renoncé à l'amour. Alors, je reste avec de la jeunesse. Une autrice que j'ai découverte quand j'étais étudiante, je pense, et qui m'a beaucoup parlé à l'époque. C'est Mireille Diderot. J'ai 4 livres qui ont été édités au Seuil Jeunesse il y a longtemps. 16 ans et des poussières, Ronde comme la lune, Ma vie océan et À l'ombre de l'oubli, qui sont à chaque fois des titres très forts sur l'adolescence, sur des thématiques très différentes. C'est génial. Alors, à vous montrer parce que c'est génial. Sextasy, le code barre est dans un ballon. Tout est pensé. Voilà. C'est pour ça qu'elle s'extasie. Je trouve que la plume de Mireille Diderot, en tout cas à l'époque, moi, elle m'avait vraiment marquée parce qu'elle a des images très fortes. Et je me souviens notamment de celui-ci, 16 ans et des poussières, qui m'avait bouleversée par plein de passages. Et moi qui ne me souviens jamais des histoires précisément, pour celui-ci, je vais vous lire un passage dont je me souvenais. Je me souvenais de ce passage dans l'ascenseur qui m'avait bouleversée. Je me souviens, je m'étais arrêtée après l'avoir lu en me disant « Waouh, l'image est extrêmement forte ». Une image qu'elle file tout au long de son récit. Et donc ici, 16 ans et des poussières, c'est l'image de la poussière qu'elle utilise un peu partout, tout le temps. Je trouve que c'est une plume percutante dans son côté poétique et imagé, qui moi m'a beaucoup bouleversée quand je l'ai découverte à l'époque. Et je vous dis, j'ai acheté tous ces livres. Donc je vais vous lire 2 petits passages de 16 ans et des poussières. Le premier, quelques petits bouts du premier chapitre, vous allez très vite voir son style. Des poussières très fines dansent sur un rayon de lumière qui filtre au travers des volets fermés. Cette petite lumière en suspension dans ma vie m'aide à m'extirper du lit, à me hisser vers le jour malgré tout. Ma mère qui criait. Elle a le sens des réalités, elle connaît les limites humaines, surtout les siennes. Elle s'interroge tout haut. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma fille maintenant, hein? Son refrain quotidien. Elle a peur que je traîne trop longtemps chez elle. Avec son salaire, elle ne peut pas. Je suis son boulet, un poids. Pourtant, je ne pèse pas lourd, presque trop maigre, à ce qu'il paraît. Quelques poussières d'étoiles. J'ai relevé cette expression dans un livre de Carl Sagan, un savant astronome américain. Grâce à lui, je sais que la poussière est cosmique et que, on a beau nettoyer, elle se déposera toujours jusqu'à la fin des temps. Message à faire passer à ma mère et à tous les malades du chiffon et de la clean attitude. La poussière est cosmique, respectez-la ou fichez-lui la paix. Je reprends. J'ai lu Carl Sagan, chaque fois que je peux, je lis. Heureusement que les bibliothèques existent, sinon, vu le prix des livres, ou plutôt, vu le vide qui boursoufle mon porte-monnaie, je ne pourrais m'abreuver que de dépliants publicitaires dans les boîtes aux lettres fracassées ou de journaux gratuits, petits papiers de la chanson de Gainsbourg. Par chance, j'enregistre, j'absorbe les mots comme une éponge. Tous, sauf ceux de ma mère. Ils hurlent. Voilà, ça donne un petit peu le ton. Et alors le passage qui moi m'avait bouleversée quand je l'ai lu à l'époque,
c'est très court, vous allez voir. Elle vient justement de s'engueuler avec sa mère, qui l'a un peu mise à la porte parce qu'elle était avec un homme. Voilà, en lui disant surtout reviens pas avant demain, nanana. Donc il y a un contexte comme ça. Elle parle d'un soir transformé en nuit. Dans l'ascenseur qui dévale vers le bas, je cogne violemment ma tête contre le miroir brisé depuis longtemps. Des larmes rouges commencent à dégringoler de ces brisures. Moi qui ne pleure jamais, j'ai réussi à faire pleurer un miroir. Il me renvoie ses larmes multipliées. Rouges. Il pleure ma tête cognée, violentée. Il gémit mon hurlement et mes bras refermés sur le vide. Mon sang. Pour moi, le miroir pleure à la place de mon cœur. Et là, voilà. J'étais au fond. Non, j'étais ravie de cette lecture qui m'a bouleversée. Mais vous voyez un peu pourquoi. Alors moi je continue avec les plumes très écrites, très modernes. Celle-ci je dirais qu'en fait c'est même du slam d'une certaine façon. C'est Insa Sané. Voilà, j'ai 2 de ses livres mais il en a écrit d'autres. J'ai lu Gueule de bois, je pense il y a maintenant 10-15 ans. Et j'ai été complètement transpercée par ce roman. À la fois par l'écriture, qui est du début jusqu'à la fin, un espèce de slam complet, enfin toutes les phrases, tout est mesuré, tout est calculé, tout est tranchant. Et par l'histoire, puisque je pense que le sujet de tous les romans d'Insa Sané, c'est un peu la même chose. C'est la question de la différence sociale, puisqu'il écrit sur les gamins des cités, principalement, et sur la prédétermination de nos destins. Est-ce qu'on est prédéterminé par notre naissance et par surtout notre classe sociale à avoir une certaine évolution ou une autre? C'est très clairement le sujet de Gueule de bois, qui est publié chez Exprime, qui vraiment raconte le destin d'un garçon en 2 temps, sur le choix qu'il va faire à un moment qui va déterminer le reste de sa longue ou courte vie. Une claque, ce roman. J'ai été bouleversée par son écriture et je pense que c'est le roman qui m'a mis un pied justement dans ces écritures de cité moderne et qui m'a fait dire ah, ça j'adore. Ça j'adore et ça me parle et ça me bouleverse et ça me fait réfléchir. Et j'ai lu, par contre, récemment il a sorti un tout petit court roman chez Court Toujours qui s'appelle Carambolage. Donc je l'ai vu en librairie, j'ai pas pu résister pour le lire dans la foulée. Et là on suit Philidier, qui est un garçon qui vit dans la cité mais qui tous les jours prend le RER pour aller étudier à Paris parce que sa mère a insisté pour lui payer des belles études pour qu'il puisse prendre en main son destin. Et c'est le choc des cultures entre lui qui est noir et tous les blancs de son lycée et il est amoureux. Voilà, c'est ce choc des différents milieux sociaux et voilà, très très fort aussi. Je me souviens que la fin était un peu ouverte. Ouais, un peu rapide. Je l'ai lu aussi. On en veut un peu plus. Mais quand même, on retrouve la plume plus douce d'Insa Sané dans celui-là qui est quand même bien ouf. Voilà, et je vais vous lire le prologue, le prélude, comme il l'appelle, qui est peut-être un peu long, mais c'est impossible à couper. Donc mon histoire, prélude 1. Mon histoire est née en ville, dans une cité dortoir, un HLM ou dans un pavillon avec vue imprenable sur les tours. Le cul entre la vie et la mort, mon histoire s'exprime avec ses mots à elle. Dans un français qui baise avec le Maghreb, l'Afrique, l'Asie et les States. Du coup, ces mioches ont l'accent métis. Son langage propre et souvent crade, il se nourrit des mots de tous les jours, de la chair d'anonyme noyée dans la foule. Mon histoire cause comme elle, froide comme le béton, rugueuse comme le goudron, fragile comme une fleur ballottée dans le souffle des pots d'échappement, sensible parce que écorchée vive. Ouais, ma gueule, elle a pas de quoi se la raconter, hein. Elle se lève souvent à l'aurore pour ne s'endormir qu'au crépuscule. Elle pue la sueur à force de s'échiner. Elle n'a pas conscience d'être belle vue que personne ne lui dit. Alors, elle use de simplicité pour jacter de trucs compliqués. Elle parle des autres pour se raconter elle-même. Elle parle d'amour comme on essaye de survivre. Elle parle d'un ciel bleu qu'elle ne peut voir qu'en fermant les yeux. Elle est fière dans ses pompes, marche la tête haute sous son couvre-chef. Ma putain d'histoire à la rage, et c'est ce qui la fait tenir. Cherche pas, mon histoire a le rythme dans la peau.
T'as perdu la tête si tu croyais la teste. Voyons, de quoi elle a l'air? Déjà, une grosse capuche recouvre sa tête grillée, parce que d'instinct, elle sait que le crime paye. Elle est sans trône, et pourtant, elle a de la force pour les frères. Elle garde le teint cigare, Monte Cristo, futur ténébreux, triste esprit halogène, la rime lacrymogène. Même les mains en l'air, rien ne la fait taire. Elle crie « Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. » Alors, Couilla, sache que quand t'entends Nick, y a ta mère qui va avec. Ouais, ma gueule, tu crois mon histoire, sois fort, reste fier, gladiateur courageux, la vie est coriace, on lutte comme on peut. Quoi d'autre? Eh ben, il y a ça, entre autres, assidue à l'école de la vie, mon histoire vit dans des immeubles au nom d'illustres poètes. Elle a appris qu'au regard du mourant, le soleil est si beau, et que la joie n'est qu'un rêve errant, dans la brume un mystère. Elle veut même croire qu'en rêve, on change l'or en fer et le paradis en enfer. Oh, ce qu'elle veut contempler le rivage enchanteur. Mon histoire, elle voudrait pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Alors mon frère, cette histoire, il t'en faudra pas mal si tu veux l'affronter. Et vous aurez reconnu des citations de plein de choses très différentes. Films, musique, Lamartine, Baudelaire, Chateaubriand, Villon, etc. Alors là, je finis en beauté, comme je l'ai commencé. Bon, enfin, ils sont tous en beauté. Mais avec une plume, voilà, vous pouvez voir mon amour pour cette autrice. Et encore, j'en ai d'autres que je n'ai pas apportées. Mais voilà, c'est Valentine Gobi, que j'ai découvert au hasard d'un salon du livre. Je me promenais. Et puis, je suis tombée sur ce livre. La couverture m'a totalement happée. Je crois que je n'ai même pas lu la 4e de couverture. Je l'ai acheté, je l'ai lu et ça a été une claque monumentale ce livre. Et Valentine Gobi, elle a toujours des sujets assez forts, assez durs, je préfère prévenir, mais je n'ai jamais vu personne écrire et entremêler la forme et le fond comme elle le fait. Et comme elle le fait particulièrement dans ce livre-là, c'est fascinant. Vraiment, je suis ressortie de cette lecture complètement happée et fascinée par la façon dont elle m'avait raconté une histoire de rédemption, une histoire pleine d'espoir et d'espérance d'une femme qui va retrouver en fait un sens à sa vie et une joie et de la lumière dans sa vie. À la fois, elle me l'a démontré par les mots qu'elle employait, etc., mais par la forme qu'elle a donnée à son récit. Et ça, je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Si vous avez des récits comme ça, je suis preneuse parce que j'adore. Mais vraiment, ce livre-là m'a marqué profondément quand je l'ai lu il y a quelques années de ça. Et donc, l'histoire, parce que je vous dis ça, mais vous ne savez toujours pas de quoi ça parle, c'est l'histoire d'une femme qui est tombée amoureuse d'un Allemand pendant la guerre mondiale. Et c'est l'après. On ne peut pas parler de rédemption parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur de sa part ou quoi que ce soit. Il y a juste une situation horrible et puis les gens qui l'ont détruite en fait juste parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme qui, en temps de guerre, elle aurait pas dû. Enfin, elle aurait pas dû. Qui sommes-nous pour juger finalement? Bref, en tout cas, c'est une histoire pleine de lumière, malgré le sujet hyper dur. Je vais vous lire 2 passages, un au début, et vous allez voir ce côté très saccadé, très rythmé, des phrases courtes qui viennent vraiment appuyer ce qu'elle nous raconte à ce moment-là de la vie de cette jeune femme. Et puis plus loin, les phrases qui s'allongent, les adjectifs qui sont plus présents. On sent dans la forme littéraire qui est utilisée l'avancée de l'histoire et le récit qui évolue, quoi. Mais avant de vous lire un petit extrait, je vais vous parler quand même de ses autres romans. J'ai également lu celui-ci, encore un sujet très très dur mais percutant, et je vous lirai également le tout début parce que il est très fort aussi. C'est l'histoire en 1944, je ne sais pas si vous le saviez, moi je ne le savais pas avant de lire ce livre. Il y avait dans les camps de concentration des Kinderzimmer où ils gardaient les enfants qui naissaient en camp de concentration. Vous voyez, la violence est le sujet hyper difficile, donc gros trigger si vous n'aimez pas les violences faites aux bébés ou autres, ou enfin la violence des camps de concentration.
mais en plus de ça, du coup, appliqué à des bébés. Ne lisez pas ce livre, mais pour autant, il est plein de lumière, il est d'une force incroyable. Et en fait, donc c'est... Encore une fois, elle utilise une forme un peu particulière parce que c'est une jeune femme qui vient parler à une classe. Et donc au début et à la fin, ça entoure vraiment tout son récit. On est avec cette femme qui raconte son histoire à des ados qui lui posent des questions, voilà. Et c'est du coup ça borde un peu toute cette histoire et c'est très très beau, très très fort. Je vous lirai aussi un petit extrait du début. Et ensuite, il y en a plein qu'il faut que je découvre encore. Alors je crois que celui-ci c'est un de ses premiers, La Note sensible, et dans mon souvenir je l'ai lu. Vous voyez comment ma mémoire est terrible et je crois que je ne l'ai pas aimé pour le coup celui-ci. Je suis complètement passée à côté, je l'ai trouvé un peu dur, ouais, donc je l'ai lu. Je confirme, je l'ai lu du coup. D'ailleurs, mémoire sur ce que tu as. Voilà, heureusement qu'il y a les amis pour nous rappeler. Voilà, donc j'étais passée à côté je pense du sujet, voilà, il y a quelque chose qui m'avait pas plu pour le coup. Et ensuite, ce qu'il me reste à lire, donc il y a Petit éloge des grandes villes, Qui touche à mon corps, je le tue. Assez fort comme titre. C'est évident. C'est assez clair. Et puis 7 jours, voilà. Donc j'aime bien me lancer dans ces récits sans trop savoir où je vais, donc je ne vous dirai pas de quoi ça parle. Mais peut-être que je vous en reparlerai sur cette chaîne quand je les aurai lus. Et puis, j'ai aussi découvert Valentine Gobi à travers ses récits plus jeunesse. Et notamment avec L'Anguille, que tu as lu également, Claire, et qui parle de l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas de bras et qui arrive au lycée et qui va rencontrer un garçon qui a très peu confiance en lui aussi. Et en fait, leur relation est très très belle. Parce que elle a une force et un courage incroyable parce que toute sa vie en fait elle a dû vivre avec les moqueries, avec son entourage et ça l'a endurci quelque part. Et ce garçon qui est très mal dans ses baskets, quelque part il a trouvé quelqu'un qui était encore plus moqué que lui et en même temps de la voir aussi courageuse et un petit peu balancer par-dessus la tête les moqueries. Même si on sent que ça la touche, ça va lui donner aussi une force à lui pour se battre. Avant ça, elle avait écrit La Murène pour les adultes qui partait d'une histoire vraie d'un champion de natation handicapé puisqu'il n'a pas de bras non plus. Et voilà, du coup elle a transposé ça dans un récit plus ado. Et puis j'ai lu également Une preuve d'amour. Dans une classe, ils vont étudier Les Misérables et il y a un parallèle entre ce que vivent les personnages et justement ce récit de Victor Hugo qu'ils vont étudier et qui va leur parler parce que voilà, il y a des parallèles avec leur propre vie et j'ai trouvé que c'était très très intelligemment fait. Et donc je vais vous lire quelques extraits. Le début déjà de L'échappée. On commence avec une première partie qui s'appelle Nuage gris. Madeleine grelotte, elle souffle sur ses doigts, une main après l'autre. Un froid mouillé s'engouffre sous sa jupe. Elle plaque sa jupe contre ses cuisses. Les arbres nus succèdent aux arbres nus, découpés sur le ciel gris mauve. Elle fixe le ruban d'asphalte. Elle serre le châle sur sa poitrine. Le nœud se défait. La laine oscille contre sa joue, énervante. Elle enfonce le bonnet sur ses oreilles. Elle pédale à toutes jambes. La dynamo frotte contre la roue. C'est une vibration légère, berçante. Le phare n'éclaire rien, affaibli par la toile réglementaire. Tout juste utile à signaler une présence humaine au halo tremblotant qui le croise. Un soupçon de vie dans l'hiver. C'est juste le premier paragraphe. Je trouve que dans la forme, on comprend un peu l'état d'esprit assez sombre dans lequel elle est. Et donc là, je vous passe tout ça. Et nous sommes page 180 où ça commence un peu à aller mieux. Et on est dans la partie L'entre-deux terres. Vous allez voir la transformation. Les premiers temps, pour Madeleine, les champs de fleurs sont un paysage vide. Quand elle se lève, les femmes ont déserté la place depuis longtemps. Le soleil cuit les pétales, il fait une chaleur dont Madeleine n'a pas l'habitude et qui déjà donne forme au corps de Violetta. Comment elle transpirait, comment elle s'abritait dans l'ombre, semblable à Madeleine qui cherche la fraîcheur. Madeleine se mouille le visage, Violetta a une peau. Des sources glacées coulent partout dans le sud, ses gencives lui font mal quand elle boit au ras du sol, au creux de sa main. Maintenant, Violetta a une gorge. Des narines, des poumons. Madeleine s'est remplie des effluves écœurants qui circulent dans la ville, au gré des distillations d'usines.
Lavandin, Néroli, Rose, Tubéreuse. Madeleine en ignore les noms, elle n'a pas idée des nuances possibles entre plusieurs concentrés d'une même plante. Chaque usine a son secret, mais les ouvriers ne s'y trompent pas, ni les cueilleurs, saisonniers, qui arpentent ces rues plusieurs mois chaque année. Violetta en était, capable peut-être d'identifier ceux qui travaillaient à Méris, ceux qui étaient de Vielle, et ainsi des 50 usines disséminées aux alentours, 50 infimes variations olfactives imprégnant les vêtements des manœuvres. Ils se reconnaissent au nez avant même de se voir. Depuis que Madeleine respire cet air-là, Violetta respire. Je pense que c'est assez parlant. Et maintenant, je vais vous lire le début de Kinderzimmer. J'espère que ça se dit bien comme ça, parce que j'ai pas fait allemand, alors si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire. Elle dit mi-avril 1944, nous partons pour l'Allemagne. On y est. Ce qui a précédé, la résistance, l'arrestation, freine, n'est au fond qu'un prélude. Le silence dans la classe, né du mot Allemagne, qui annonce le récit capital. Longtemps, elle a été reconnaissante de ce silence, de cet effacement devant son histoire à elle, quand il fallait exhumer les images et les faits tuent 20 ans, de ce silence et de cette immobilité, car pas un chuchotement, pas un geste dans les rangs de ces garçons et filles de 18 ans, comme s'ils savaient que leur voix, leur corps si neuf, pouvaient empêcher la mémoire. Au début, elle a requis tout l'espace. Depuis, Suzanne Langlois a parlé 50 fois, 100 fois. Les phrases se forment sans effort, sans douleur et presque sans pensée. Elle dit le convoi arrive 4 jours plus tard. Les mots viennent dans l'ordre familier, sûr, elle a confiance. Elle voit un papillon derrière la vitre dans les branches de platane. Elle voit couler la poussière dans la lumière oblique rasant les chevelures. Elle voit battre le coin d'un planisphère mal scotché. Elle parle. Phrase après phrase, elle va vers l'histoire folle. La mise au monde de l'enfant, au camp de concentration, vers cette chambre des nourrissons du camp, dont son fils est revenu vivant. Les histoires comme la sienne, on les compte sur les doigts de la main. C'est aussi pourquoi elle est invitée dans ce lycée, l'épreuve singulière dans la tragédie collective. Et quand elle prononcera le mot Kinderzimmer, tout à l'heure, un silence plus dense encore tiendra la classe comme un ciment. Pour l'instant, elle est juste descendue du train. C'est l'Allemagne et c'est la nuit. Alors de mon côté, je vais détendre la chose en vous proposant une plume drôle, rigolote, légère, mais très travaillée et surtout Très moderne. Très moderne, c'est frais. C'est hyper frais. Ça aborde des sujets qu'on voyait encore assez rarement dans les littératures, en particulier dans la littérature de jeunesse, avec un œil neuf. J'ai nommé Maëlle de Sar. Je sais jamais comment ça se dit, Sarfou c'est des arts, je ne sais pas, excusez-moi. J'ai tout lu de Maëlle de Sar, sauf l'école de minuit, j'ai pas encore lu le tome 2 parce que je l'ai pas encore. Et il y a Bretzelbreak qui va bientôt sortir, que j'attends avec impatience. Valeur sûre, Maëlle de Sar. Elle publie, j'achète, je suis là, je suis au rendez-vous. Pareil, je l'ai découvert aux Imaginales avec les Tribulations d'Esther Parmentier, qui est une trilogie. Ici, vous avez le tome 1. Esther Parmentier, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est grosse, disons les choses, et qui est en fait une sorcière, mais elle n'était pas au courant. Et elle découvre un jour de canicule à Strasbourg, elle se balade, des paillettes, partout des paillettes. Et en fait, les paillettes, c'est la signification qu'il y a eu de la magie. Et elle se retrouve à enquêter. Je vous laisse découvrir le sous-titre « Cadavre haché, vampire fâché » sur le meurtre, plutôt sanglant, d'un personnage. Et avec ça, elle va rencontrer Nolan, un beau vampire qui, pour compenser le sang, mange beaucoup de sucreries, beaucoup, et qui prend un peu de café dans beaucoup de sucre, mais qui est extrêmement beau. Voilà, c'est hyper drôle, c'est plein de références modernes. Et puis voilà, avec le personnage d'Esther Parmentier, et d'ailleurs c'est souvent le cas avec les héroïnes de Maëlle de Sar, il y a un vent de fraîcheur parce qu'elle est forte, elle est caractérielle et on adore. Elle s'assume. Elle s'assume complètement. Elle a également écrit À un cheveu qui vient de sortir en poche, que je conseille, je pense, à tous les adolescents, puisqu'elle parle d'alopécie. Maëlle de Sar est elle-même de l'alopécie, donc elle en parle avec son héroïne qui est adolescente, qui se retrouve dans un nouveau lycée pour une nouvelle rentrée.
et qui n'a qu'une idée en tête, cacher le fait qu'elle porte une perruque qu'elle appelle sa précieuse, en référence évidemment au Seigneur des Anneaux. Mais le problème c'est que ça va être un peu plus compliqué que ce qu'elle pense et elle va rencontrer plein de personnages et ça va aborder plein de sujets sur le fait de s'accepter, sur le fait de savoir s'imposer, sur l'amour aussi parce qu'elle rencontre un très charmant jeune homme et puis sur l'amitié aussi. Elle a une amie et on aborde un thème qui est très intéressant. Je vous lirai un petit extrait sur la question du harcèlement et ici sur le harcèlement en ligne dans le milieu du gaming. Donc tout est très juste et il y a une scène qui m'a beaucoup marquée où elle se dispute avec l'ex du garçon qu'elle a rencontré et où elle lui dit écoute, peut-être qu'il vaut mieux qu'on s'allie toutes les deux plutôt que se retourner contre un mec. Bref, c'est très girl power et c'était quelque chose que j'avais encore jamais vu en littérature. C'est girl power mais bien fait. Oui. C'est fin, la façon dont elle l'aborde et dont elle en parle et elle tourne les choses. C'est pas girl power, les mecs c'est des cons et c'est des nuls, c'est vraiment... Ensemble on est meilleurs. Ouais. Et elle a également sorti Dents de soie chez Slalom, qui est une histoire à mourir de rire et en même temps qui a un côté assez dark. C'est génial, enfin moi je trouve que ça n'existait pas et c'était presque étonnant que ça n'existe pas puisque c'est une fée des dents qui va s'allier avec un vampire édenté. Je pense que tout y est. Pareil avec une héroïne hyper forte. J'ai beaucoup aimé et une histoire d'amour. J'avais jamais lu d'histoire d'amour comme ça. C'est très original, c'est un point de vue, elle prend un contre-pied de toutes les histoires qu'on connaît en fait. Et du coup c'est très très frais. Et l'école de minuit, cette fois on a un personnage masculin qu'on suit qui est un vampire. En fait il est mi-vampire, mi-humain. Et pas de chance, il a pris le pire des deux. Il ne supporte pas le soleil et il est très gros. Et pareil, on est sur un héros qui prend le contre-pied de tout ce qu'on connaît. Une histoire d'enquête dans une école, parce qu'il va dans une école de magie. Il y a des disparitions un peu étranges. Il est un peu trop curieux, et voilà. Et pour vous donner déjà une petite idée du ton, je vais vous parler d'un passage où on parle du coup du harcèlement. Et il y a du coup ce petit message indispensable, où c'est sa mère qui lui parle, et qui lui parle du coup de sa meilleure amie qui s'appelle Anis et qui se fait harceler. Anis n'est en rien responsable de ce qui lui arrive, continue-t-elle. Aucune victime ne l'est jamais. Ce sont ceux qui outrepassent le consentement qui sont responsables. Mais les dégâts qu'ils occasionnent sont considérables, et je ne veux pas que tu aies à encaisser de nouveaux coups. Voilà. Ce genre de message qui ponctue tous les romans de Maëlys. Et pour rire, pour terminer, je pense que le plus simple, c'est de lire le début du premier chapitre, qui déjà m'a fait beaucoup rire. Au premier abord, rien dans la chaleur moite de cette matinée d'août n'aurait pu me laisser penser que j'allais au-devant d'emmerdements de la taille d'un croiseur stellaire. Les rues puaient, comme elles seules en avaient le secret depuis ces derniers jours, me frisant les poils du nez sous les vagues des relents d'urine, d'aliments en putréfaction et d'autres joyeusetés dont je préférais ignorer la provenance. Les semelles de mes chaussures s'étaient prises d'une affection soudaine pour le macadam brûlant, agrémentant ma marche, déjà difficile de squitch, particulièrement humiliant. Et pour ne rien arranger, mes cheveux avaient décidé de dire merde. J'y avais coincé autant de pinces d'élastique et de barrettes que j'avais pu trouver dans mon appartement, sans succès. Mètre après mètre, mes longues mèches bouclées retournaient à leur vie sauvage et venaient me narguer en se plaquant sur mon front ou ma nuque en sueur. Je détestais, haïssais, exécrais, non conspuais l'été, qui en arrivait à me faire languir après le bureau, moi, Esther Parmentier, impatiente d'aller m'enfermer dans l'horrible open space où je subissais mon stage. Moi, la malade chronique, celle qui trouvait un mercredi sur deux une raison pour se pointer en retard, qui planifiait avec méticulosité ses rendez-vous médicaux pendant les heures de travail. Moi, je me réjouissais d'aller m'installer sur ma chaise inconfortable, la magie sous-estimée d'une bonne climatisation. Vous avez eu le bonjour de Charlie. Je me disais, elle n'avait pas encore pointé le bout de son nez. Est-ce qu'on allait réussir à faire une vidéo sans Charlie? Eh ben non. Voilà, donc maintenant vous avez 10 plumes incroyables à aller découvrir. Ils ont tous beaucoup de livres à leur actif, oui. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si ce format aussi avec quelques petits passages lus vous intéresse. Voilà. Et puis partagez-nous vos plumes aussi, vos plumes préférées françaises. Tout à fait. Toujours plus à découvrir. Et si vous savez pas quoi mettre, vous pouvez mettre un petit emoji plume. Plume
d'oiseau ou plume écriture. Voilà. Comme vous voulez. Et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines, on l'espère. Oui. Et puis on va vous souhaiter des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt. À bientôt.